Bien, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu nombreux à notre rendez-vous sur la traçabilité à cette conférence All for Pack Emballage Paris. Donc, je suis Henri Saporta, je suis rédacteur en chef d'Emballage Magazine et je suis accompagné de Laurent Tonnelier. Laurent, vous pouvez vous présenter. Voilà, Laurent Tonnelier, Président de Mobilid. responsable de Mobilid, une société spécialisée sur les technologies de traçabilité impliquée fortement dans les normes et les standards. Merci Laurent. Et Eric. Bonjour à tous, Eric Lagarde, je suis Global Strategic Account Manager, je travaille chez Markham Image. Donc vous avez peut-être compris qu'on allait parler de traçabilité et plus précisément de la traçabilité avec le marquage et le codage au service de la sécurité du consommateur. Et quand on a choisi ce thème ensemble, il y a beaucoup de sujets d'actualité qui nous ont conduits à nous y intéresser pendant ce salon. Et le premier, c'est qu'il ne vous a pas échappé qu'il y avait régulièrement des alertes sanitaires et des opérations de retrait et rappel de produits. Et un des déclencheurs de ce phénomène, ça a été notamment, pour ceux qui s'en souviennent, l'affaire Lactalis avec le lait en poudre dont on a retrouvé des exemplaires dans des magasins alors qu'ils auraient dû être retirés de la vente. Plus récemment, on a eu les pizzas Buitoni qui relevaient aussi d'une opération de retrait et rappel et on a retrouvé encore des pizzas dans certains magasins. Et encore plus récemment, pour ceux qui ont suivi, il y a des bouteilles d'Evian qui étaient destinées à l'exportation, qui devaient aller dans une entreprise pour être détruites et qui ont été retrouvées en vente, dans des points de vente, notamment à Marseille. Et la raison pour laquelle on a voulu s'intéresser à ce sujet de la sécurité des consommateurs, c'est qu'aujourd'hui, il existe des technologies pour automatiser toutes ces opérations et qu'elles ne sont pas toujours mises en œuvre. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelles sont ces technologies et quand est-ce qu'elles pourront être mises en œuvre réellement, industriellement, sur le marché. Ce dont on va parler, c'est un sujet qui est à la fois assez pointu et en même temps très concret. Parce que chacun d'entre nous, quand on achète un produit, on voit qu'il y a un code barre. Un code barre qui va donner la référence de ce produit. Et à côté, on a tout un ensemble d'informations qui sont ce qu'on appelle des données variables, dans le sens où le code barre est une donnée fixe, et les données variables sont des données qui sont en général inscrites sur l'emballage, avec des technologies, par exemple, de Markham Image, et dans lesquelles on va avoir notamment les numéros de lot et surtout des dates de péremption. Dans ces dates, vous en connaissez les deux principales, la DLC, qui est la date limite de consommation, et la DDM, qui est la date de durabilité minimale. Ces dates de péremption, il faut les connaître, et pour le chef de rayon, qui est en charge du rayon, il faut qu'il sache à quel moment cette DLC ou cette DDM va intervenir. Est-ce que ça doit être fait manuellement? Est-ce que ça doit être fait automatiquement? Aujourd'hui, il y a à peu près tous les cas de figure. Il y a des grandes enseignes aujourd'hui qui le font à la main sur des tableaux Excel. Donc il y a absolument tous les cas de figure. Ce qu'on va essayer de voir durant cette conférence, c'est les techniques d'automatisation et notamment comment on peut fusionner le code barre avec ces données variables. Et donc le code barre, pour ceux qui connaissent un peu cette technologie, elle remonte aux années 70. Et donc les premiers codes barres, les premiers clics sur un chewing-gum, c'est en 1973-1974. Et donc on peut dire aujourd'hui que la grande distribution s'appuie sur une technologie des années 70. Donc on a beaucoup de respect pour l'histoire des technologies, mais peut-être qu'aujourd'hui il y a moyen de faire mieux. Donc pour aller plus loin, je vais passer la parole à Laurent Tonnelier, qui est un expert des technologies de traçabilité. Et on va voir notamment aujourd'hui ce qu'on entend par les outils qui sont à la disposition de la grande consommation, c'est-à-dire à la fois les marques et les distributeurs,
pour gérer ces produits et éventuellement apporter un service supplémentaire au consommateur, parce qu'on pourrait tout à fait imaginer que le produit indique lui-même au consommateur quelle est la date idéale de consommation. Avant de passer la parole à Laurent, je vais juste faire un petit point sur la DDM. Donc je ne sais pas qui dans l'assistance sait ce que veut dire la DDM. Ça veut dire date de durabilité minimale. Et pour les consommateurs qui ne savent pas très bien ce que ça veut dire, ils pensent que c'est une date de péremption, qui voudrait dire que le produit n'est plus consommable après cette date. Ça génère du gaspillage alimentaire. Donc dans le monde, on estime qu'on perd un tiers des denrées alimentaires. Et donc les pouvoirs publics ont bien conscience que cette DDM n'est pas très bien comprise. Donc il y a un décret qui est sorti pour expliquer aux consommateurs ce que veut dire la DDM. Voilà. Et donc ce décret, il indique que la marque peut dire au consommateur que le produit est toujours bon après la DDM. Donc on peut se demander pourquoi il y a une DDM dans ces cas-là. Enfin, vous voyez, je caricature à peine. Et le sujet est important parce que entre le moment où on a défini le sujet de la conférence et la conférence, il y a eu deux annonces d'actualité. La première, c'est que pour ceux qui connaissent Too Good To Go, l'application qui lutte contre le gaspillage, eh bien, cette application a fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Codabene et qui a mis au point une plateforme de gestion des DLC, des DDM. Et il y a une deuxième opération qui a été annoncée, qui a été Avery Dennison, qui est un spécialiste de l'étiquetage, qui a signé avec SAP pour intégrer ces données variables dans l'ERP des entreprises. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un faisceau d'annonces qui montrent que le sujet est vraiment d'une actualité brûlante parce qu'il n'y a toujours pas de solution automatisée. Laurent, est-ce qu'on peut aborder aujourd'hui ce qu'est un QR code, comment ça marche et qui gère ça? Merci. Alors, avant tout travaux, et je viens du monde de la recherche, avant tout travaux, on définit un langage commun, on définit un lexique, pour être sûr que lorsqu'on va parler de telle ou telle notion, on parle effectivement bien du même langage. Et bien dans le domaine des technologies, pour qu'une technologie soit adoptée, il est d'intérêt de définir exactement de quoi on parle et de partager ce langage commun. Et ce langage commun, on le retrouve au quotidien dans les entreprises sous plein de formes. La première, c'est quelque part le bon sens. Quelqu'un a commencé à faire quelque chose dans une entreprise, parfois dans l'innovation, et va organiser sa démarche. C'est une première chose. Ensuite, il va parler avec une autre société et ils vont faire un guide de bonnes pratiques. Et ils vont partager un langage au fur et à mesure. Ces mêmes personnes vont avoir autour d'eux d'autant plus de personnes, vont s'organiser à nouveau à travers une charte. Et chacun s'engage dans sa mise en œuvre à respecter certaines règles, à respecter certains formats, certains langages, certains processus. Alors, dans ce domaine-là, il y a un certain nombre de conventions et Exactement, les produits sont notamment référencés par ce qu'on appelle souvent le GEN-code ou des codes qui s'appellent EAN et des choses comme ça. Alors, c'est l'étape suivante. C'est qu'au-delà des chartes qui sont déjà assez contraignantes, des gens se rassemblent, travaillent ensemble pour définir des standards. Et l'un des standards appliqués depuis 1974, c'est autour de GS1, Global Standard One. Et vous avez différents pays avec différents experts qui regroupent des marques, des distributeurs et des fournisseurs de solutions pour tous ensemble définir, et c'est leur leitmotiv et qui est tout à fait juste, un langage commun. Et la grande force de ce système, c'est qu'il est mondial. Oui. Donc on définit un format de représentation graphique, les fameux codes à barres. On définit une numérotation unique pour être sûr que lorsqu'on identifie un produit, on parle bien de ce produit-là, de cette référence-là, que ce soit à l'époque du e-commerce qui n'était pas défini, qui n'existait pas au moment où les codes ont été inventés, mais ce sont les mêmes codes qui sont utilisés, et qu'on puisse effectivement, d'un magasin à un autre, d'un fabricant à un autre, avoir ce langage commun pour pouvoir, et c'est sa vocation première, y associer un prix. Et en France, tous les codes à barres commencent par le même chiffre, peut-être. Et c'est là où c'est particulier. La numérotation, c'est qu'il y a des bureaux, et donc en tant que marque, vous pouvez enregistrer vos produits, soit dans le bureau français,
soit dans le bureau belge ou autre. Et on retrouve, et c'est là où les gens qui observent s'aperçoivent de la complexité de la chose, vous pouvez très bien avoir un lot promotionnel avec un code français sur des produits issus d'Angleterre, avec des identifiants anglais. Donc ça ne définit pas l'origine de fabrication du pays, ça définit simplement un bureau d'enregistrement. Au-delà de ces standards, et qui sont extrêmement importants, si on va plus profondément, on a les normes. Et souvent, il y a une confusion qui est faite entre les normes et les standards. Et les normes, vous en connaissez les normes françaises, AFNOR, les normes américaines, ANSI, les normes allemandes, DIN. Alors les gens de la photo connaissent très bien le DIN, qui était effectivement la définition de l'argentique. On parlait souvent de DID. Et l'ellipse parlait de code ISO. Mais ISO... L'argentique, c'est quoi Ah, c'est ce qu'il y avait avant le numérique et que faisait Kodak. Donc, pour les anciens. Donc, sur ces travaux, en fin de compte, cette fois-ci de normalisation, ce sont des gens qui participent à des commissions de normalisation et ce sont les pays qui votent. Et donc là, c'est beaucoup plus fort parce que lorsque je participe au groupe de normalisation, justement, d'identification des produits, je parle en tant qu'expert, mais la décision et le vote est un consensus de la France. C'est la France qui décide si elle accepte, si elle veut amender tel ou tel document. Ce document est présenté en commission internationale pour être amendé, voté. Et au bout de différents cycles, eh bien, ce document est rendu public sous forme d'une norme numérotée, norme nationale, si c'est ISO un tel, ou norme internationale. Et ce qui est assez intéressant dans les innovations, et par rapport à tout ce circuit, le QR code, à la base, est un brevet japonais. Ce brevet japonais a été amené à la normalisation au Japon. On est passé du code barre, qui était ce qu'on appelle le code 1D, au QR code qui passe à un code 2D. Donc, c'est les petits carrés qu'on a tous eu avec le pass sanitaire quand même. On l'a utilisé. Je crois qu'on l'a beaucoup utilisé, qu'on est très nombreux à l'avoir découvert, expérimenté à ce moment-là. Ce qui est très intéressant par rapport au QR code, c'est que c'est véritablement un brevet japonais émis par Densewave, filiale de Toyota, apporté à la normalisation à titre gracieux par Toyota, et on peut les remercier. Et ensuite, de cette normalisation japonaise, c'est devenu une norme internationale ISO 18004. Et pourquoi c'est important? Parce que cette norme, libre de droit, peut être utilisée pour construire des services à valeur ajoutée. Alors, à ce stade-là, on voit qu'il y a un système de référencement mondial qui évite, par exemple, que deux produits aient le même code barre, tout bêtement. Alors, j'ai simplement terminé sur le scope des bonnes pratiques, des chartes, des standards et des normes, parce que derrière, on voit le réglementaire, et tout ça est lié, le réglementaire, qui peut être national ou international, qui va se baser en priorité sur les normes, puis les standards, parfois sur des chartes, et ensuite sur des guides de bonnes pratiques. Et c'est extrêmement important, parce que dans les publications, lorsqu'on voit les améliorations souhaitables pour le consommateur, le législateur va se baser sur ce dont il dispose, normes, standards, guides de bonnes pratiques. Et ça, c'est extrêmement important. Alors c'est important parce que dans ce sujet qui est lié à la sécurité du consommateur et la lutte contre le gaspillage, le Sénat, par exemple, a émis un rapport parlementaire extrêmement détaillé sur la question. Et les sénateurs, qui sont, comme chacun sait, des experts de la traçabilité, en sont venus à la conclusion que peut-être le meilleur outil de demain pour gérer tout ça, c'était le QR code. Donc, le rapport, il a combien de temps, Laurent? Le rapport a été émis... C'est un piège. C'est cette année, non, c'est cette année. Voilà. Il est là présent pour ceux qui veulent le consulter et il est en ligne. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont audité aussi bien des consommateurs, des associations de consommateurs, ils ont audité des sociétés spécialisées, des individus parfois, des chercheurs, des marques, des distributeurs, pour avoir un panorama du domaine des possibles. Et ce qui est nouveau par rapport aux travaux menés par les députés lors de la commission d'enquête menée par l'Assemblée nationale sur ce qui est qualifié d'affaire Lactalis, 5 ans après, le Sénat a voulu auditer à peu près les mêmes personnes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans. Et ce qui s'est passé en 5 ans qui est véritablement nouveau, c'est les travaux menés par des sociétés de marquage dont Markem-Images, qui ont maintenant à disposition certains éléments. Et pourquoi c'est important? Parce que pour qu'un standard, même de très bonne qualité, même de la belle ouvrage, on parlait souvent des discussions dans le logiciel entre Microsoft ou Apple en disant mais quel est le meilleur? Ce n'est pas la question. La question c'est quel est celui qui a du sens et qui sera adopté par le plus grand nombre? Et globalement, le Sénat donne une très bonne réponse. Est-ce que c'est quelque chose qui est fiable? Le QR code est fiable. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel le langage qui est dedans, on reviendra sur le langage qui se trouve dans ce QR code, est défini? Oui. Publié depuis 2018. Disponible? Oui.
Est-ce qu'on peut à partir de là avoir des dispositifs de marquage modernes à des vitesses raisonnables qui permettent de marquer les produits? La réponse est oui. Est-ce qu'aujourd'hui des marques se sont engagées dans cette démarche? Walmart, L'Oréal, ça va me revenir. Ça viendra, Laurent. Il y en a d'autres. Oui, Monoprix et d'autres qui se sont engagés. Donc la lecture du sénateur aujourd'hui, avant de légiférer, c'est de dire, par rapport à il y a 5 ans où il n'y avait effectivement pas tous ces dispositifs, aujourd'hui, ces dispositifs sont disponibles, l'industrialisation est possible, elle n'est probablement pas aisée, mais elle est possible, et donc les sénateurs peuvent maintenant travailler. Ce qui veut dire aux marques qui sont dans l'attente d'un possible texte dans un futur lointain, de leur dire, lisez les documents du Sénat, ils sont précis, et les sénateurs sont convaincus des possibilités techniques offertes aujourd'hui. Alors après, je pense qu'on peut rajouter un point récent, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on va dans une grande surface, des consommateurs qui font des courses avec leur téléphone, il y en a vraiment beaucoup. Parce que notamment Yuka, qui est une application qui sert à vérifier la provenance des aliments, les ingrédients, si c'est fait en France. Bon, aujourd'hui, c'est plus anecdotique de voir quelqu'un scanner un produit dans les rayons. Donc l'usage du téléphone par le consommateur dans sa vie de tous les jours est quelque chose d'institué. C'est quand même relativement récent. Donc nous allons maintenant passer la parole à Eric. Donc pour comprendre dans tout ce qu'on vient de dire, les équipements qui sont utilisés par les clients de Markem Images, sur ce qu'on appelle des équipements de marquage-codage. Donc ce sont des équipements qu'on peut retrouver à plusieurs points de la ligne de conditionnement. Et pour l'affaire qui nous occupe, c'est souvent des équipements qui sont ce qu'on appelle en fin de ligne. Et ce sont des équipements qui vont inscrire à la fin de la fabrication les numéros de lot et ces fameuses dates DLC ou DDM. Est-ce que j'ai bien résumé, Eric? Oui, tout à fait. Alors, juste pour rajouter, donc, je suis en charge de compte stratégique pour Markem Images. Et ce qu'attendent ces clients, c'est qu'on leur apporte des solutions aujourd'hui, mais surtout qu'on ait les solutions de demain. Aujourd'hui, ils font face à de nombreux challenges. J'en ai gardé 5 pour vous. Le premier, c'est sur la partie environnementale. Ça les oblige à venir et à amener à de nouveaux matériaux sur leur ligne, d'avoir des nouveaux OEM pour les accompagner, avec des performances qui finalement ne sont peut-être pas au niveau de ce qu'ils avaient auparavant. La deuxième difficulté qu'ils ont, c'est d'être extrêmement réactifs face au marché, le time to market. Il est nécessaire d'avoir des solutions et de pouvoir s'adapter en fonction de l'actualité. Là aussi, ça nécessite de la flexibilité sur les lignes. Ensuite, comme vous l'avez compris, on est dans une industrie où il y a énormément d'informations. Que ce soit le consommateur, le distributeur, même l'industriel, ils veulent avoir les solutions à disposition tout de suite et avoir la bonne information. Donc la traçabilité est un enjeu majeur pour eux. Le quatrième point vient de la partie réglementaire, où là on peut voir 3 tendances. Une tendance où on veut finalement pénaliser les produits qui ne sont pas sains sur la partie santé. Une deuxième tendance autour de l'environnement, où on veut finalement aussi impacter les produits qui ont facturé des produits qui ont un impact sur l'environnement. Et troisième point, on veut aussi sécuriser les produits par rapport à de la contrefaçon, mais aussi par rapport aux taxes que le pays veut récupérer. Ce qu'on est en train de dire, Eric, c'est qu'autour de cette notion de traçabilité, on peut agréger énormément d'informations additionnelles et de services à valeur ajoutée. Exactement. Donc l'objectif, c'est de rajouter beaucoup d'informations. Et le dernier pilier extrêmement difficile pour nos clients, c'est la performance sur les lignes. Donc si je résume, on doit imprimer de plus en plus vite énormément d'informations sur des runs de plus en plus courts, c'est-à-dire des lots de production réduits, puisqu'il faut s'adapter au marché. Et là arrive un challenge extrêmement fort, c'est comment on répond à cela. Markem Images a travaillé depuis de très nombreuses années sur une nouvelle technologie qui puisse répondre à ces attentes. Le premier élément, c'est que ce n'est plus juste une imprimante que l'on va proposer, c'est en fait une solution qui va inclure du hardware et du software. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de récupérer toutes les données, de les transmettre et d'intégrer toutes ces informations sur l'emballage.
Si vous prenez une matrice avec deux axes, dans un cas, vous avez la data et dans l'autre cas, vous avez des informations. La data peut être soit générique, soit spécifique. Donc générique, ça serait le code barre. Le générique, ça va aller sur le code barre. Et le dynamique, c'est on veut mettre de la sérialisation, par exemple, sur le produit. Donc c'est la notion qu'on évoquait au début entre la donnée fixe Et la donnée et la variable. donnée variable. Et l'idée, c'est d'arriver à fusionner les deux à un moment ou l'autre. Et l'idée, c'est d'aller fusionner. Donc sur le deuxième axe de cette matrice, vous avez l'information. Soit vous mettez de l'information générique, soit vous mettez de l'information spécifique. Et aujourd'hui, pour reprendre cet exemple, le code barre, c'est finalement du statique et du générique qui est souvent préimprimé. Et pourquoi c'était préimprimé? Pour une raison simple, c'est que pour optimiser les lignes, les clients ont fait des efforts de différenciation retardée ou de standardisation, en fait, par le biais de la préimpression. Alors Eric, à ce stade, cette notion entre données fixes et données variables, au quotidien en ce moment, elle est extrêmement importante. Parce que vous avez suivi qu'il y avait des problèmes de pénurie et que les industriels de l'agroalimentaire se sont retrouvés confrontés à la nécessité de substituer certains ingrédients de leur recette parce qu'il y avait plus. Donc l'exemple qu'on a eu, c'est l'huile de tournesol. Donc est-ce que c'est l'Ukraine ou la moutarde du Canada? Bon, il y a énormément de facteurs qui sont intervenus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces emballages sont préimprimés. Donc, quand il a fallu adapter en urgence les recettes, les pouvoirs publics ont entendu les demandes des industriels pour dire, bon, effectivement, on ne va pas jeter tous ces emballages qui sont en stock, donc on va autoriser les industriels à indiquer sur l'emballage que la recette ne correspond plus à la liste des ingrédients sur l'emballage. Donc, la mention que vous avez pu voir apparaître, cette mention dérogue, qui sont réalisés sur les équipements de marquage-codage. Et ça peut présenter un vrai problème de sécurité sanitaire parce que parfois ces ingrédients peuvent relever de la réglementation sur les allergènes. Donc, les pouvoirs publics ont dit aux marques oui quand il n'y a pas de problème d'allergènes, mais non quand il y a des problèmes d'allergènes. Donc, vous comprendrez que demain, je prépare un article qui s'intitule l'obscure clarté du packaging, parce qu'au bout d'un moment, demander aux consommateurs de comprendre tous ces messages contradictoires sur l'emballage, ça devient quand même très très compliqué. Et pourquoi c'est une relation entre les données fixes et les données variables? C'est qu'on pourrait tout à fait imaginer que la liste des ingrédients demain soit imprimée en données variables pour que la recette soit adaptée en continu aux problèmes de pénurie, aux évolutions de recettes, et notamment pour tout ce qui est lié au Nutri-Score, le sel, les graisses, les sucres, ainsi de suite. Voilà, Tout à fait. Alors ça, c'est un exemple, il peut y en avoir d'autres, c'est-à-dire réagir sur un marché où vous êtes en concurrence et vous voyez qu'il y a des évolutions. Si vous voulez réagir rapidement, soit avec le nombre de produits qui sont mis dans une boîte, le meilleur moyen, c'est de faire de la différenciation retardée. Donc aujourd'hui, on a, pour simplifier, le code à barres qui est préimprimé, et ensuite, vous avez l'obligation de rajouter la date de péremption plus éventuellement le numéro de lot qui permet d'avoir un début de traçabilité. Et dans les exemples qui ont été donnés au début sur comment gérer la traçabilité en cas de rappel de produit, on s'est aperçu que c'est quand même relativement difficile parce que les données chaudes, c'est-à-dire les données qui sont imprimées au dernier moment, elles ne sont pas toujours disponibles. Donc, dans l'approche de Markham Image, l'idée a été de se dire qu'il faut travailler sur une nouvelle technologie qui puisse répondre à 3 piliers. Une vitesse d'impression extrêmement rapide, puisque si l'on veut mettre une liste d'ingrédients ou d'autres applications, il va falloir aller vite. Le deuxième élément, il faut évidemment que la qualité d'impression soit grande. Deuxième pilier. Et enfin, le troisième, il faut que la solution technologique soit flexible pour pouvoir s'adapter à l'emballage. Tous les emballages, ce n'est pas juste une surface plate. Il peut y avoir des formes et il va falloir s'adapter à cette partie-là. Il faut que les encres accrochent sur du plastique, sur du carton, Exactement. sur de l'acier, de l'aluminium et ainsi de suite. Et donc la qualité d'impression, c'est pour que ça soit lu en magasin à 100%. Tout à fait. En magasin, mais également par le consommateur voilà, qui a besoin de vérifier ce qu'il en est. Et par le logisticien et par les entrepôts. Tout à fait. Donc là-dessus, il fallait une solution, comme vous l'avez compris, d'impression qui soit extrêmement performante.
et à côté de ça, une solution soft pour pouvoir accompagner toutes ces informations et les transférer. Est-ce qu'elle a un nom, cette technologie Alors aujourd'hui, j'ai miraculeuse? le plaisir de vous partager qu'on a développé cette technologie. Elle est opérationnelle sur certains marchés depuis plus d'1 an, à des très grandes cadences. Elle s'appelle SPI, Super Piezo Inkjet. Et aujourd'hui, nous travaillons à des nouvelles applications qui vont arriver très rapidement sur le marché. Dont auquel que je ne saurais pas de quoi il s'agit, je suppose. C'est une technologie d'imprimante à base d'encre qui va vous permettre d'imprimer à très grande vitesse et notamment sur les nouveaux standards, j'allais dire normes, mais c'est plutôt un standard, GS1 Digital Link. Le principe, c'est quoi? C'est finalement de pouvoir encapsuler dans un QR code intelligent un certain nombre d'informations, ce qu'on appelle des AI, et qui vont permettre... Ce sont quoi des AI? Alors, je vais laisser Roland. Application Identifier. Très bien. Excellent. Et je voulais te laisser la primeur. Donc, qui vont permettre finalement de choisir les informations que vous souhaitez encapsuler. Une application très concrète, je vous coupe la parole, ça ne se fait pas. Eh bien, on pourrait indiquer tout à fait quel matériau c'est et dans quelle filière de tri ça doit aller, hein, tout bêtement. Si le pot de yaourt il est en polystyrène, dans le QR code, il y a écrit polystyrène. Voilà. Et c'est là où c'est vraiment passionnant. Parce que les gens qui faisaient du marketing jusqu'à présent, qui avaient commencé à comprendre les mécaniques de mettre un lien vers un site mobile adapté, informatif, mais souvent de brand marketing, c'est assez général, le QR code a des vocations marketing, vous gardez ça en tête. On va faire ça. Les gens de la logistique qui avaient l'habitude de voir ce code EN 128 avec plein d'informations dedans, structuré, vous le gardez. Les gens du commerce pour le BIP, passage en caisse, le code EN renommé Gétine, vous le gardez. Et imaginez que l'on mette toutes ces informations à la manière de ce qui est arrivé dans la pharma sur les codes data matrix, à peu près la même chose. Vous rassemblez tous ces éléments et toutes les fonctions que je vous ai définies existent. Ça paraît assez universel. C'était exactement les travaux qui ont démarré en 2017 avec des experts mondiaux pour définir le futur. Mais ce futur, je vais citer la marque Lego parce que c'est un assemblage d'éléments de bon sens. Est-ce que je peux prendre une image, Laurent, parce que ce dont on parle là, c'est d'une révolution dans la continuité. C'est-à-dire que si on comparait cette traçabilité à un petit train, ce qui est dans la traçabilité est quand même assez logique, on pourrait imaginer que le code barre actuel soit la locomotive et qu'après il y ait tous les wagons d'informations spécialisées qui iraient sur les numéros de l'eau, les consignes de tri, les recettes, les ingrédients. C'est là où c'est passionnant parce qu'on pourrait très bien imaginer, il en existe, hein, plein de solutions spécifiques. Là, ce dont on parle, c'est un langage commun que l'on préfère stocker, mais c'est pas obligé, mais qu'on préfère stocker dans un QR code. Et que ce soit un système de caisse, il est capable de le lire. Que ce soit un consommateur avec son mobile, il est capable de le lire. Que ce soit un outil logistique, tous ces éléments sont capables de le lire et d'en faire quelque chose. Et dans le cadre des applications de retrait-rappel, il y a des effets de bord passionnants. Imaginez un code qui, exactement comme le code classique, identifie le produit. Première chose, l'équivalent du code à barre EN. Vous y rajoutez un numéro de lot, vous y rajoutez une date. Eh bien, vous avez tous les éléments pour l'automatisation en caisse d'un blocage d'un produit retiré du marché. Première chose. Donc, ce que Laurent évoque, c'est-à-dire, c'est le blocage en caisse. Blocage en caisse. C'est-à-dire que la caissière, elle n'a pas à s'interroger sur le produit, il fait l'objet, est-ce qu'il y a une affiche dans le rayon, ce produit? Le produit passe en caisse, la caisse dit, il doit être retiré de la vente. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'est pas retiré parce qu'il a une marque, il n'est pas retiré parce que c'est cette référence produit. Il est retiré sur un lot donné dont on sait que la date, quelle que soit cette date, la date et le lot posent problème. Mais ce qui est passionnant et qui demande effectivement qu'il y ait à la fois des consommateurs, qu'il y ait des distributeurs et des marques dans ces travaux, c'est qu'à votre domicile, et on l'a vu avec les crises sanitaires, vous aviez quoi? Un numéro vert. Vous aviez quoi? Une lecture de la boîte extérieure. Vous aviez quoi? Une lecture de l'opercule en période de stress quand votre enfant était en difficulté respiratoire pour certains. Donc c'est assez fou. Alors que là, on peut dire aussi que depuis n'importe quel terminal, téléphone, on vient à scanner le code et on va être assuré sur son produit, son lot, celui qu'on a en main. Pas un autre, pas une information qui passe sur les chaînes d'infos. Ce produit. Et ce qui est très intéressant et dans les démarches qu'on mène, et on ne veut pas être anxiogène, c'est de penser que la majorité des requêtes et des questions sur le produit sera de rassurer, de dire le produit que vous avez n'est pas un problème. Si c'est un problème, de la sécurité du consommateur, de la chaîne de production jusqu'au frigo, au réfrigérateur ou au placard.
Et cette technologie SPI, elle permet de faire tout ça aux vitesses normales de production avec cette combinaison de l'équipement et du logiciel. Alors, elles permettent tout à fait, mais surtout, elles peuvent aller à des vitesses qui n'existaient pas jusqu'alors. Alors, c'est quoi ces vitesses pour, ça va peut-être pas parler à tout le Alors, monde, mais de quoi on parle n'est pas ici pour aborder la notion des vitesses, mais marquer un code c'est sûr, 2D, oui. marquer un code 2D à 2 mètres secondes n'est pas un vrai challenge demain pour nous. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler et d'implémenter ces solutions. Ce qui, à mon avis, est aussi très intéressant, c'est que ça transforme complètement les possibilités pour nos clients, les industriels, au niveau de la production, au niveau aussi du marketing, quelle est l'interaction que je vais avoir, comment je peux réagir et comment je peux fonctionner. Et finalement, ce que l'on apporte, qui a un bénéfice pour l'industriel, pour le distributeur, pour le consommateur, pour le réglementaire, c'est qu'on va avoir toutes les données importantes qui seront directement portées sur le produit, ce qu'on appelle les données chaudes. Et avec ça, on aura une interaction beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficiente vis-à-vis des applications que l'on veut pousser. Alors, pour être tout à fait concret, on n'imagine pas que ces données sont inscrites dans le code, c'est simplement qu'elles sont accessibles sur une information qui est stockée quelque part, qui peut être sur le système de gestion de l'entreprise, du distributeur, du point de vente, et ainsi de suite. Alors, c'est oui, un accès à une information, en quelque sorte. en fait, ça va dépendre de ce que l'on veut mettre dans ce code. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé des AI. Vous allez choisir les informations que vous voulez mettre. Mais à côté de ça, si l'on regarde dans le passé, ce qui venait dans l'usine, vous aviez des applications pour suivre et avoir de la traçabilité. Ce qui sortait de l'usine, vous aviez encore des informations. Par contre, il n'y avait pas de communication entre ce qui venait en amont et ce qui sortait en aval. Donc quand il y avait un recall, il fallait passer pas mal de temps pour réussir à avoir toutes les infos. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que c'est souvent dans la ligne de production, toutes ces données variables en fin de ligne, comme c'est de l'incrémental, souvent c'est fait de façon automatique tout au long de la journée. Et si le produit est produit à 22h07, eh ben l'équipement va écrire 22h07. Et il n'y a pas besoin que ça soit géré par le système de l'entreprise centralisé. Donc, à un moment ou l'autre, il y avait une difficulté à recouper cette donnée en fin de ligne avec le code barre qui, lui, a été imprimé peut-être un an avant chez un imprimeur. Vous voyez, c'est quelque chose, ça se passe dans la même usine, mais c'était jusqu'à maintenant deux informations, on peut le dire littéralement, déconnectées. Qui étaient totalement déconnectées. Et demain, grâce à ce nouveau standard GS1 Digital Link, on va pouvoir regrouper cette information et finalement apporter des services à valeur ajoutée aux différents clients, comme je vous l'ai dit, clients final, industriels et distributeurs. La conférence avance assez vite, donc si vous avez des questions et que vous voulez commencer à les préparer, commencer à vous préparer, je vais juste donner à Laurent ce GS1 Digital Link. C'est quoi? C'est un code, il est normalisé, il est partagé par tout le monde, il est libre de droit. Alors, comment ça marche? C'est là où je vais faire plaisir à GS1. C'est un langage commun. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre une séquence de chiffres. Si je ne vous explique pas que c'est une date, vous ne saurez pas que c'est une date. Si je ne la qualifie pas comme date de fabrication, vous ne saurez pas que c'est une date de fabrication. Grâce à cette structuration qu'on a vue dans le médicament, il y a un langage commun qui est partagé par des gens qui vont produire des codes, les imprimer à haute vitesse, et des gens qui vont les utiliser. Mais ce qui est passionnant, c'est que le format de lui-même est accessible. Chacun peut le mettre en œuvre. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, on a travaillé au sein de Mobility sur la vocalisation pour les non-voyants. D'aucuns ont peut-être vu différentes mises en œuvre de ce genre de solution, toutes spécifiques. La différence, c'est qu'en embrassant le standard, eh bien, on est capable de vocaliser tous les produits. Non pas certains, non pas pour certains, mais pour tous les produits. Une personne qui travaillerait aujourd'hui sur la lutte anti-contrefaçon ou anti-diversion, il pourrait très bien créer son propre format, son propre langage, son propre marquage. Et certains le font. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de travailler aujourd'hui sur le fait de faire le pari 2027, Ambition 2027, le programme de GS1. En 2027, ce code sera présent. Il sera présent, c'est un acquis. Donc si vous voulez, vous, travailler sur un frigo intelligent qui vous dit comment organiser les recettes, si un produit est périmé, eh bien, vous utiliserez ce format, ce langage commun, le Digital Link. Alors, j'ai écrit un article sur les frigos intelligents. Je ne vous raconte pas quand, parce que ça serait dommage. Et donc, on était invité à introduire une carte perforée dans le frigo qui allait dire « Oui, j'ai mis des yaourts de telle marque à tel moment dans mon frigo ».
Est-ce que vous pensez qu'il y a un seul consommateur qui a fait ça? Henri, Hein? c'est quoi une carte perforée? Ah, une carte perforée, ben, écoutez, c'est une carte perforée. Hein. C'est des ordinateurs, vous voyez, l'orgue barbarie, quoi. Hein. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que justement par rapport au droit, ça n'empêche pas d'avoir des brevets logiciels, matériels et autres au-dessus du standard. Et d'ailleurs, il est plus simple en société d'innovation de proposer ces services payants parfois, ces solutions logicielles payantes au-dessus du standard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez inventer un système extrêmement précis de chiffrement, de codage, de lutte anti-contrefaçon, j'invite tous les spécialistes de ce domaine, et c'est le cas d'Advanced Track and Trace, d'embrasser le standard et de voir ce qu'on peut faire en dehors du standard. Parce que C'est tous une les boîte à outils, on peut appeler ça Exactement. comme ça. C'est-à-dire que tous les dispositifs, par défaut, de suivi, d'identification, de retrait-rappel, de toute façon, faisons le pari qu'en 2027, ce code sera présent. Et que pendant une période de transition, le code classique, code à barre, sera présent sur l'emballage. Mais ce qui est intéressant, et je vous l'ai indiqué dès le début, ce nouveau code contient aussi cet identifiant. Donc à terme, Il y a pas de pourquoi rupture. avoir deux codes? Un seul suffira. Est-ce que on promet la disparition du code barre indé? C'est ça que vous dites, Laurent? Qui pourrait être remplacé par le QR code sur ma boîte de Alors, spaghetti? d'aucuns sera diront intégré. que j'élève des guépards et je veux faire disparaître les zèbres. Vous réfléchirez, ce n'est pas faux. Mais cette période transitoire est importante, mais on voit bien aujourd'hui avec certaines initiatives qu'il y a eu des tentatives, on voit des fois sur des ouvrages, vous voyez deux codes côte à côte. On a vu aussi la complexité, même l'hétérogénéité des marquages. Parce qu'en fonction de si c'était une date, c'est imprimé d'une certaine façon, si ça a été fait préalablement en offset, ça a été fait autrement. Mais sachez qu'aujourd'hui, quels que soient les dispositifs d'impression, et en particulier pour les données chaudes et les impressions en ligne, les technologies existent. Alors, je ne vais pas vous embêter, Eric, je ne vais pas vous demander avec qui vous avez fait ça. Est-ce que vous pouvez nous dire si cette technologie SPI, qui permet aujourd'hui techniquement d'industrialiser le GS1 Digital Link sur des produits de grande consommation, est en test à grandeur réelle sur le marché, sur des produits français, Il va être en test à la fin de l'année. à la fin de l'année? Aujourd'hui, ce qu'on a pu valider depuis plus d'un an et demi, c'est la performance du printer à haute cadence et haute qualité. Maintenant, on rajoute cette compatibilité GS1 Digital Link. Ça va être implémenté en fin d'année, donc on aura les résultats en tout début d'année. Mais les Bon, mais- résultats qu'on a pu faire en amont sont extrêmement prometteurs et on ne voit pas de raison de ne pas y arriver. Merci beaucoup. Et il y a un des exemples qui est vraiment passionnant, et c'est des discussions qu'on peut avoir en ce moment avec Citeo. Le tri est complexe, on l'a bien vu. Comment on comprend? En plus, le tri est localisé. Eh bien, imaginez qu'on puisse scanner quelque chose, avoir de l'information sur son mobile qui vous dit comment opérer le tri de façon optimale chez vous. Alors, On les pourrait le opéra- faire. Alors justement, on pourrait le faire à travers des codes. On invite tout le monde à aller vers la partie standard parce qu'à nouveau, et je le répète, les éléments d'identification qui se trouvent dans ce code sont extrêmement utiles au tri. Alors, pour ceux qui suivent les questions liées à la collecte recyclage, il y a un projet européen qui s'appelle Holy Grail, qui consiste à intégrer dans les emballages, les matériaux d'emballage, un filigrane ou une information qui permette de détecter le matériau. Donc, dans les centres de tri, il y a différents systèmes de lecture des matériaux. Il y a des infrarouges, il y a des lectures de QR code, il y a plein de systèmes. Ce système-là convient à un produit qui est identifié par un QR code. À ce stade, Je rajouterai juste un point important, Un micro. toujours du côté client. Si vous regardez aujourd'hui les emballages de nos clients, il y a énormément d'informations. On écrit de plus en plus petit parce qu'on demande de rajouter de plus en plus d'informations. Alors, Le voilà, fait- les emballages sont des romans quand même, il faut le dire. Tout à fait. Donc il faut une bonne vue. Et si on est de la génération du code à barre, ben, on commence à avoir des difficultés. Donc là-dessus, mettre un seul code dans lequel vous avez un grand nombre d'informations et surtout des données chaudes vont finalement permettre aussi de réduire et de focaliser les marques sur la valeur ajoutée de leurs produits. Côté consommateur, ce sera aussi beaucoup plus lisible et beaucoup plus simple d'avoir les informations. À ce stade, on va commencer la première session de questions-réponses parce que ça passe assez vite. Nous avons Jérôme Zap qui est dans la salle. Le micro arrive, Jérôme, il est derrière. Donc aujourd'hui, quand on parle de sécurité du consommateur, on a beaucoup parlé de numéro de lot, on a beaucoup parlé de DLC, de DDM, mais en traçabilité, il y a un tas d'autres informations qui sont utiles. Dans l'agroalimentaire, on va parler de la chaîne du froid. Mais dans la pharma, la chaîne du froid, elle est, comment dire, décisive. Donc, dans les vaccins,
Dans certains médicaments, on parle de température dirigée, c'est-à-dire il faut que ça soit en dessous de 0, pas en dessous de 0, entre 2 et 8, à température ambiante. Il y a plein de cas de figure. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des outils pour automatiser ce contrôle de la chaîne du froid et éventuellement raccorder ces informations purement logistiques avec tout ce système qu'on vient d'identifier? Jérôme est président de Tilt Import et l'entreprise commercialise ce type de marqueurs qui se mettent sur les palettes, sur les conteneurs, ainsi de suite. Voilà, nous sommes spécialisés dans les conditions dans lesquelles sont transporter vos produits. Donc on a compris que le choc, le renversement, dont vous êtes client, Image, les indicateurs de température et d'humidité étaient demandés par le marché et on nous demande maintenant d'associer ça au RFID. Parce que dans cette étiquette... Une troisième techno, on a parlé du code barre, du code 2D et la RFID qui est une technologie d'identification par radiofréquence. Tout à fait. Et maintenant, on arrive avec nos étiquettes, notamment de température, vous avez évoqué les vaccins, à écrire sur une partie de la mémoire de l'étiquette RFID qui s'appelle un flag, si jamais une température a été atteinte, et on a tous été informés de ce qui se passait avec le Covid et des températures qu'elle ne devait pas dépasser, là on est capable, sous un portique RFID, de lire une palette entière et de dire ces produits, ces lots ont dépassé une température acceptable, ils sont à vérifier. Est-ce qu'on va m'injecter un vaccin qui est de l'eau ou est-ce qu'on va m'injecter un vaccin qui est pas endommagé par une température anormale? Donc, voilà. Un médicament mal conservé, il y a les deux grands effets répertoriés, c'est soit il ne sert à rien, donc si on a une pathologie, on n'est pas soigné, soit il est dangereux, et dans ce cas, ça peut entraîner des conséquences, y compris mortelles. Donc ce qui est nouveau dans ce que vous décrivez, Jérôme, c'est que simplement, il y avait jusqu'à maintenant un moyen visuel de voir si la chaîne du froid avait été respectée ou si un produit avait subi des chocs. Avec le couplage à la RFID, cette information peut être enregistrée dans une base de données et lue automatiquement par un quelconque système de traçabilité. En fait, les deux gros avantages, c'est qu'on va pouvoir lire une plus grosse quantité. Avant, il fallait visuellement regarder si c'était acceptable ou si ça ne l'était pas. Là, on passe sous le portique, tous les produits sont lus immédiatement et comme vous dites, ça va renseigner une base de données et si jamais à terme, dans 2 mois, je vois que j'ai un problème sur un produit, je vais retourner voir cette base de données en disant « Ah oui, effectivement, son historique de transport, c'est un problème qu'on a eu avec de la température. » Donc on va faire un lien a posteriori sur un problème qualitatif qu'on n'avait pas compris et qui est lié à un choc anormal, à un renversement ou une température anormale. Voilà. Donc, cette base de données est très importante, ce qu'on ne savait pas faire avant. Et imaginons maintenant demain qu'on raccroche tous ces petits wagons de la locomotive, du train, de la traçabilité qu'on vient d'évoquer. On pourrait imaginer qu'un produit surgelé a été suivi sur la chaîne du froid tout au long de son cycle de production, auquel on associe les numéros de lot et les DDM, et à un moment ou l'autre, dans le système de retrait et rappel, s'il y a eu une défaillance dans la chaîne du froid, c'est ça qu'on retrouvera comme information, indépendamment du numéro de lot ou de la DLC ou de la DDM. Parce que l'avantage de l'étiquette RFID, c'est qu'elle va permettre de me retrouver le colis exact qui est impacté par le problème. Donc peut-être Buitoni aurait pu avoir un intérêt de retrouver le lot qui a subi une température anormale. Voilà. Merci Jérôme. Merci à vous. C'est un autre Jérôme qui va prendre la parole. Donc les Jérômes se sont concertés. Jérôme Fruchard. Bonjour Jérôme Fruchard. Merci à tous les trois pour cette présentation. Moi j'ai une question s'agissant du retour d'expérience. Depuis maintenant 3 ans, on a de la sérialisation qui est mise en place sur les médicaments. Laurent en a parlé. Est-ce que ça fonctionne à 100%? Donc la sérialisation fonctionne au niveau européen. Quel retour d'expérience on a sur les médicaments? Et est-ce qu'il existe des projets, des zones dans le monde où on a mis en place de la sérialisation pour des produits alimentaires avec une base de données commune qui pourrait typiquement être gérée par un État? Parce que ça existe depuis quelques années maintenant. Alors, je vais juste expliciter. Donc, ce qu'on entend par sérialisation, c'est la capacité, donc quand même industrielle, à donner à un produit unique un identifiant unique. Quand on parle de grande consommation, on parle de milliards de produits. Donc, on parle d'un système mondial capable de gérer à l'unité des milliards de produits. Je prends comme exemple le monde du tabac. Le monde du tabac a pris une décision mondiale
qui est de tracer chaque paquet de cigarettes à l'unité dans le monde entier pour lutter contre le marché gris, le marché parallèle et la contrefaçon. Si vous avez vu un QR code sur un paquet de cigarettes, vous me le dites. Alors, est-ce que ça marche, la sérialisation? Oui, tout à fait. Alors, vous avez plusieurs exemples aujourd'hui sur le marché. Par exemple, vous avez la poudre de lait sur la Chine. Il y a eu plusieurs soucis ces dernières années. Le gouvernement chinois a voulu mettre un protocole très spécifique avec un QR code qu'on ne pouvait pas enlever sur les boîtes métalliques et avoir un contrôle avec tous les certificats qui étaient intégrés. Donc là, vous aviez un numéro unique. Vous avez eu plus récemment, alors l'actualité a modifié les choses, mais en Russie, la volonté que tous les produits vendus sur le marché russe devaient avoir un cryptocode. Donc on était engagé sur cette partie-là d'intégrer un cryptocode avec des imprimantes. Et juste pour compléter, dans le cadre des discussions qu'on a pu avoir, la nouvelle technologie SPI répondait parfaitement à ce besoin, puisque dès que vous rajoutez un code, il faut processer l'information et récupérer ce code. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit détenteur du code unique, et ensuite de pouvoir l'imprimer aux cadences de la ligne. Et quand vous dites sur le marché russe, sur l'exemple que vous donnez, c'est tous les produits, y compris les produits alimentaires, pour éviter ce qu'Henri évoquait tout à l'heure avec les bouteilles Evian, ça permet de les bloquer en caisse. Ça a été mis en place en Russie? Alors, l'objectif, c'était d'implémenter sur tous les produits un cryptocode. Le code tous les industriels devaient acheter le code auprès d'une société en Russie. Ces codes ensuite étaient marqués et vous ne pouviez pas vendre un produit sur le marché russe sans avoir ce code sur votre produit. Alors Eric, vous avez cité deux pays, la Chine et la Russie. Laurent, ces deux pays sont-ils en avance sur le code 2D et sur la sérialisation? Ce n'est pas uniquement sur la partie technologie, mais c'est surtout sur la partie gouvernance et usage. Globalement, et on le voit avec certaines sociétés françaises qui exportent en Chine, il faut apposer sur chacun de leurs produits, en particulier pour les labels bio, des identifiants uniques qu'ils mettent sur chaque produit. Ça a un coût. Mais il y a une convergence entre ces différents dispositifs. Et pour la Russie, ce qui est intéressant, alors le code qui s'appelle code de confiance, et mon vocabulaire russe va s'arrêter à Chechisnak, je ne le répéterai pas. Pas mal. Voilà, code de confiance. Mais le code de confiance, et c'est là où ça peut être troublant, allez, je vais être gentil, c'est un élément technique formidable. La réalité, c'est que c'est un impôt, c'est une taxe. Et c'est un timbre-taxe. Donc qui dit timbre-taxe dit unicité, authentification, organisme de certification, et ça s'applique à des produits, allez, on va être gentil, les pneus, l'eau, les médicaments, les cigarettes, les alcools, tous ces produits que j'ai nommés ont obligation d'avoir un marqueur unique géré par un organisme qui effectivement vend des codes uniques. Là où GS1 vend des identifiants produits, il y en a déjà pas mal, la Russie vend des identifiants uniques pour chaque produit. C'est simplement pour protéger le consommateur qu'on met un impôt. Je rajouterai un dernier élément par rapport à votre question. Finalement, les industriels, s'ils veulent être efficaces, ce qu'ils recherchent, c'est quasiment le numéro unique sur chacun des produits. La question, c'est comment le faire de façon efficace sur les lignes et sous quelle terminologie ou avec quel langage. Si on regarde la structure de GS1 Digital Link, par exemple, vous avez la capacité d'encapsuler le GTIN ou le AN, mais également potentiellement de rajouter de la sérialisation qui sera définie par l'industriel selon son format. Et là, vous commencez à rentrer dans une démarche différente où le rappel sera beaucoup plus spécifique et sera parfaitement adapté aux attentes plutôt que dire on va supprimer tous les lots. Donc la communication qui viendra derrière vers le marché sera plus efficace. Et en plus, lorsque vous avez un code 2D, vous avez souvent une application. Votre application pourra vous fournir de façon finalement en partie réactive mais aussi proactive des informations complémentaires pour vous dire attention, là il y a une situation à risque. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce qu'on arrive à la conclusion. Il y a un élément qui paraît extrêmement intéressant à ce stade, c'est dans l'industrie, aujourd'hui on parle beaucoup du jumeau numérique. Et le jumeau numérique, c'est la capacité de simuler un système de production sur un ordinateur pour voir comment il est organisé. Et dans la grande consommation, aujourd'hui, ce jumeau numérique pose un vrai problème. Parce que quand on trouve un produit dans une grande surface et qu'il est distribué par différentes enseignes sur différentes plateformes, parfois les informations qui sont reportées sur la plateforme de commerce en ligne
sont parfois de sources plus ou moins contrôlées. Et parfois, les ingrédients ne correspondent pas, les quantités ne correspondent pas, alors les DLC et DDM encore moins. Donc, tout ce système harmonisé de traçabilité apporte aussi une sécurité aux consommateurs sur tous les canaux de distribution. Et on n'a pas évoqué le vrac parce qu'on arrive à la conclusion, mais ce système aussi serait extrêmement utile au système du vrac pour garantir la traçabilité. On me fait signe que c'est le moment de conclure. Donc, je vais remercier Laurent Tonnelier, président de Mobilid, 1, pour son expertise, et 2, pour son enthousiasme. Et Éric Lagarde, de Markem Images, d'avoir eu la gentillesse de nous avoir dévoilé cette nouvelle technologie SPI, qui veut dire... Per Piezo Inkjet. Merci beaucoup à tous les deux, et je vous souhaite un bon salon, et merci à tous d'avoir assisté à cette conférence.